David Koubi, bonjour. Nous Bonjour. vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Précaution oratoire comme d'habitude, tu es mon avocat, donc je vais te tutoyer pendant cette interview. J'aimerais discuter avec toi de l'état du monde. Comment tu perçois, je vais te citer des mots, des sujets comme ça, tu choisiras de t'engouffrer dans celui que tu veux. L'élection américaine, Trump-Clinton, la Syrie, les tensions avec la Russie, Bachar el-Assad, les frappes nucléaires préventives américaines, les tensions avec l'OTAN, la déstabilisation de la ceinture méditerranéenne, les flux de migrants, les flux migratoires. Alors, écoute, tu sais, je suis toujours mal à l'aise pour discourir sur des sujets qui Tu ne n'es sont pas les experts. qui ne sont pas. Oui, parce que je me fous assez de la gueule des experts autoproclamés qui publient Parle avec ton cœur en tant que citoyen. un bouquin, tu vois, aux éditions de la Pignole, quand ça les intéresse de le faire. Donc, je n'ai pas envie de verser dans ce défaut-là. Mais le point commun que je vois avec tout ce que je vois dans tout ce que tu viens de citer, ce point commun, c'est systématiquement la manière dont le pouvoir et l'argent sont traités et comment ils s'imbriquent. On a quand même à peu près tous compris que la crise des migrants, qui est un drame humanitaire auquel il m'est difficile d'être insensible, et je n'ai pas la volonté d'y être insensible, mais pourtant je n'ai pas de solution, et donc je te le dis très clairement, mais on a tous à peu près bien compris que la déstabilisation au plan géopolitique de ce qui s'est passé dans ces zones du monde était la cause de ce qui est en train de passer, de ce qui est en train de se passer. Et je garde notamment à l'esprit un discours de Kadhafi. Alors, je ne te dis pas que je regarde en boucle le discours de Kadhafi, mais je me souviens qu'il disait « Si je tombe, vous serez dans cette situation où des gens déferleront sur vos côtes. » Je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est ce qui est en train de se passer. Les raisons pour lesquelles on est parti en Irak, pour lesquelles avant ça on était en Afghanistan, pour lesquelles on est parti en Syrie, pour lesquelles on a fait ce qui s'est passé, tu apprends systématiquement 10 ans après qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive, que, tu vois, donc... Que la Libye c'était pour des raisons personnelles, et des choses comme ça. Je sais pas si tu as vu, c'est un papier d'un canard anglais très connu qui disait que Sarkozy était parti en Libye pour régler des affaires personnelles. J'ai pas à prendre position là-dessus. Je connais, je lis parce que je suis très assidu, tu vois, en termes de consommation d'informations, mais je suis pas impliqué en tant qu'avocat dans ces dossiers, donc j'ai pas envie de verser dans le... Là, on veut l'homme. On veut l'homme. Je trouve que tout ça devrait se regarder et qu'à partir du moment où la presse ou la justice prétend que ces raisons sont au centre des décisions qui ont été prises et qui nous étaient présentées comme étant des décisions quasiment humanitaires, je pense que la justice devrait inscrire au rang de ses priorités de nous dire, et peut-être avant mai 2017, si c'est le cas, ou si et c'est peut-être ça, j'en sais rien, si c'est une campagne de déstabilisation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, tu vois, et moi je n'ai pas d'idée, parce que je n'ai pas d'éléments. Et quand je n'ai pas d'éléments, je ne prends pas position. Est-ce que tu connais le budget de fonctionnement du ministère de la Justice français ? Je crois, sans me tromper, qu'il est de 2 milliards. Et le budget de fonctionnement du ministère de l'Écologie ? Non, pas d'idée. Alors, d'après mes souvenirs, et je demanderai aux internautes de vérifier, le budget de la justice en France est inférieur à celui de l'écologie. Je ne crois pas qu'il faille comparer les deux, tu vois, parce que le budget de l'écologie soit plus élevé que celui de la justice, si celui de la justice n'est pas ridiculement bas, je trouve ça... Enfin, tu vois, l'écologie en tant que telle, si on ne comprend pas aujourd'hui qu'on est en train de mal se comporter par rapport à notre écosystème, il me semble qu'on loupe quelque chose, tu vois, sur la gestion de l'eau, sur il y a d'autres sujets dont on a beaucoup parlé, sur tu vois, l'élevage en batterie des animaux, sur la manière dont ils sont abattus, sur... Bon, ça, c'est pas un monde... et là, tu ne m'interroges pas en tant qu'avocat. Non, du tout. Mais ça, c'est pas un monde qui me convient et dans lequel je vis sereinement. Raison pour laquelle je ne becte plus de viande depuis des années. D'ailleurs, quelles sont tes mesures personnelles de tous les jours pour essayer que le monde aille mieux ? Donc tu manges plus de viande ? J'essaye de faire mon job. Non, c'est pas pour que le monde aille mieux. C'est l'idée que tu te fais de ta participation dans ce grand tout. Moi, j'essaie de ne pas participer
tu vois, à des schémas qui me semblent inacceptables. Lesquels? Bah ça, je prenais par exemple le fait de ne pas bouffer de viande. Je n'ai pas envie de participer à ça. J'avais lu, et je ne sais pas si c'est le cas ou pas, tu vois, parce que je ne suis pas un spécialiste de cette matière, qu'il faut 6000 litres d'eau pour fabriquer 1 kilo de bœuf. Je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ça des conséquences de la sécheresse dans des continents qui ne sont pas les nôtres, et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que sur ces continents-là, dans ces continents-là, il y a des gens qui meurent. Quand tu n'as pas d'eau, tu ne cultives pas. Quand tu cultives pas, tu es obligé de chercher à bouffer tous les jours, et quand tu es obligé de faire ça, tu ne peux pas t'éduquer. Donc il me semble qu'il y a quand même une volonté là de garder des clivages nord-sud, de garder des... Et ensuite, il ne faudra pas trop s'étonner si ces gens-là ont envie d'avoir une vie meilleure. C'est Je trouve pas ça absurde. quoi ta plus grosse peur? Alors moi, tu sais, je mets pas souvent la trouille dans mes équations de vie, mais grosso modo, ça serait de se mettre à ressembler à ceux que nous combattons. Ça me plairait pas. Tu vois, on est encore dans des âges où on peut se dire, oh, c'est des jeunes cons idéalistes. Quelle est ta plus grosse joie? Faire mon job. Cette décision à 0,02%, tu vois, c'est une vraie joie. Alors, j'ai lu quelques pistièdes qui disaient « Ah bah oui, mais quand même, Kerviel, 1 million d'euros, il dit qu'il est satisfait, etc. » Mais quand tu viens de 5 milliards d'euros de condamnation, tu vois ce que je veux dire? Et si Société Générale a envie de recouvrer ce million d'euros, on l'invite même à le faire. On en a presque besoin pour la suite. Parce qu'ils sont aujourd'hui dans une équation, et on partage cette équation avec eux, où plus ils taperont, et plus ils perdront. Donc ça, tu vois, c'est une vraie joie. Je ne te parle pas du recouvrement. Je te parle de se dire que j'interviens au sein d'un cabinet, le cabinet 28 octobre, qui est un cabinet de gens courageux et qui ont fait leur travail honnêtement, sans s'arrêter. J'aime beaucoup cette idée. Si on te proposait d'être ministre de la Justice, un jour, t'accepterais? C'est complètement fictionnel, ta question, Sky. Ah, c'est fictionnel, mais est-ce que t'accepterais? Je crois pas, non. Je crois pas. Ça dépendra, j'imagine, de qui le proposera et de quelle sera l'attitude. Mais, tu vois, je crois pas qu'un ministre puisse tout à la fois s'occuper. Tu sais, un ministre, c'est comme toi et moi dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit dormir quelques heures, qui doit se doucher, qui doit manger, qui peut avoir une vie de famille, qui fait ce qu'il a à faire dans sa vie, tu vois. Et je pense pas qu'on puisse s'occuper de la conduite pénale, par exemple, des affaires du pays, et être en charge également des dossiers judiciaires des anciens ministres, des grands patrons, de tout ce qui s'appelle ces dossiers signalés, là. Cette espèce d'écume qui fait que je pense que c'est un plein temps pour eux de les gérer. Donc être ministre de la Justice, de la Justice, sans gérer les machins entre copains, oui, si ce ministère-là existait, mais je te le dis tout de go, il n'existe pas, je trouverais intéressant de regarder ça. Mais moi, je ne vois pas tu vois, qui me le demanderait et pour quelle raison j'accepterais par ailleurs. Et qui tu verrais à la place de notre ministre de la Justice? Je n'ai pas d'idée. Dans cette organisation institutionnelle, je n'ai pas d'idée. On sait que le président de la République est le premier magistrat de France, et on sait que les deux derniers n'ont pas rempli ce rôle-là. Tu vois ? Alors, chef des armées, quand c'est les arranger, ça, ils aiment bien le faire. Mais je n'ai pas vu passer de mesures qui permettent de s'occuper de la politique pénale ou pénitentiaire du pays. Quand tu vois nos chiffres sur les prisons, quand tu vois l'état des prisons, et je suis un avocat, donc il m'arrive d'aller en prison, tu dois faire un effort intellectuel pour te rappeler qu'on est en France. Ah, c'est vraiment le tiers-monde? Mais enfin, il y a tout un tas de rapports on a été condamnés, non? qui sont publics, mais bien sûr qu'on l'a été.
Nous n'avons de cesse que de l'être. Il y a une plainte qui est déposée là parce qu'il y a des nuisibles dans les prisons. Surpopulation. Alors, on se dit ensuite que la prison, tu vois, on a envie de vendre à la population française la prison comme étant un moyen de réinsertion. C'est une mesure répressive, mais on n'est pas censé sortir de prison plus délinquant qu'on y est entré. Ou plus radicalisé. C'est un autre sujet, mais il est cousin du sujet que j'évoque, effectivement. Et là, en l'occurrence, on voit mal comment on pourrait sortir de prison dans les conditions qui sont les conditions de détention actuelles en France, plus réinséré ou moins délinquant que ce qu'on y est entré. Le fait que Manuel Valls souhaite construire une trentaine de prisons en plus et que les pays nordiques, eux, en ferment, quelle est ta conclusion là-dessus ? Si cette mesure émerge dans les 6 derniers mois de mandat, j'ai pas grand-chose à t'en dire. En fait. Ouais, t'es dur. Mais non, mais tu vois, ce sont des gens qui sont là depuis 2012 au pouvoir. Ils sculptent de la fumée encore ? Ils brassent de l'air chaud ? Je sais pas, il y a des intérêts qui me dépassent. Moi, je ne vois les choses, tu vois, qu'en ma qualité d'avocat, dans les dossiers qui sont les miens, Dieu merci, pas seulement le dossier Société Générale, et je mesure les décalages entre la théorie et la pratique trop souvent. Et donc, ces espèces d'annonces politiques en fin de mandat, je sais pas. Trump ou Clinton ? Ni l'un ni l'autre. La peste ou le choléra ? Oui, écoute, je sais pas. Tout ça me... J'ai toujours été fasciné par cette capacité qu'avaient nos sociétés à fabriquer des familles de dirigeants. On a ça chez les Kennedy, mais Kennedy, c'est le début des films couleurs, donc ça a quelque chose d'un peu exotique, d'un peu vintage. C'est pas mal, tu vois, ils avaient de la gueule. Mais quand tu mets au prisme de ce que je suis en train de te dire, la famille Hollande royale, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Que 2 personnes de la même promo de l'ENA, même promo, qui partagent leur vie, qui sont dans le même courant politique, peuvent être candidats en 2007 et remporter l'élection en 2012. On a eu ça avec Bush et Bush aux États-Unis, et maintenant Bill Clinton et Hillary Clinton. Tu vois, ça me semble être une sorte d'OPA agressive sur l'intérêt public. J'ai du mal à croire qu'à chaque fois les plus compétents soient dans la même famille. Ça m'émerveille un peu, ça. On a les politiques qu'on mérite ? Ah oui, largement. Oui, largement. Ça, pour ça, c'est très bien. La démocratie est parfaite pour ça. Quelle solution à ça ? Tu sais, on en a déjà beaucoup parlé. Moi, je pense que ça passe par la justice. Et je pense que sans justice indépendante, il n'y a pas de démocratie. J'ai eu déjà souvent l'occasion de le dire, d'en parler, de le développer. Mais c'est un pilier qui est indépassable. Et aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. Il faut que les gens qui nous regardent le sachent, le mesurent, s'en inquiètent, et se disent surtout que ça peut leur tomber dessus. C'est terrifiant de se dire que tu peux être pris dans une mâchoire judiciaire. Alors bon, quand tu y es pour quelque chose, tu connais la loi, tu la violes, tu te fais attraper, t'es puni. T'assumes. Ça, c'est un sujet. Mais quand on te met en travers pour des raisons qui te dépassent, c'est hautement destructeur en termes de vie. Qu'est-ce que tu penses un autre sujet, qu'est-ce que tu penses du cas du général Picmal qui s'est fait radier du cadre des armées pour avoir appelé à manifester ? Je ne souhaite pas prendre position sur ces sujets que je connais trop peu. Quand en France, si tu devais voter aux prochaines élections présidentielles, ouais. Tu voterais pour qui ? Qui m'y forcerait ? Moi. Comment tu ferais ? C'est compliqué. Ouais. Je te prends sur un ring et je t'éclate. Non, écoute, je ne sais pas te répondre. Tu soutiendrais personne ? Si, je serais en mesure de soutenir des gens que j'estime être d'honnêtes personnes,
mais pas dans le système institutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Parce que je ne pense pas qu'ils seront en capacité de faire ce pourquoi ils sont là. On les aura mis là, enfin vous les aurez mis là. Donc Qu'est-ce que tu penses des civic tech? Qu'est-ce que c'est? Les nouvelles plateformes pour que la démocratie s'exprime Ah oui. grâce au pouvoir numérique. Bah on est en train de regarder un projet comme ça avec des clients de mon cabinet, mais ils le disent en français, donc c'est pour ça que je savais pas ce que c'était. Comment ils le disent? Des plateformes participatives, comme tu l'as dit quand tu as arrêté de frimer et que tu m'as dit les choses normalement, en fait. Alors, je ne frime pas, c'est le thème du colloque de ce week-end avec Axel Lemaire sur les civic tech. Non, mais c'est très bien, je ne frime pas. si même Axel Lemaire se met à... On lui passe le bonjour, d'ailleurs. Très bien. Ça fait quelques années que je suis assez émerveillé par la capacité qu'on a à nous faire voter s'agissant de tout un tas de trucs dont on n'a rigoureusement rien à foutre. Je te parle de programmes télé en tapant 1 ou 2 au 36, machin, là, sur nos portables, et où on n'a toujours pas trouvé de moyen de créer une application numérique permettant de faire des votations comme les Suisses le font. Je ne dis pas qu'ils le font avec des applications numériques, mais on pourrait envisager d'avoir une application sur nos trop nombreuses tablettes qui peuplent nos foyers, nos bureaux, nos trucs, nos machins, pour dire on arrête de vous donner à vous, politiques, des blancs-seings qui durent 5 années, et sur les choses qui sont un peu signifiantes, on vous consulte. Et ce ne serait pas complètement idiot, je pense, que de développer ce type d'outils, tu vois, en ayant une plateforme unique où le gouvernement va consulter ses citoyens. Je pense que nous irons vers cela. Est-ce que tu penses que les citoyens sont suffisamment aptes à prendre leur destin en main? Ça dépend de la façon dont ils sont formés. C'est tout le travail d'Alexandre Jardin, par exemple, et de BBZ, de Bleu Blanc Zèbre, sur sur l'éducation, sur l'éducation au sens l'éducation nationale, lire et faire lire, enfin toutes ces associations qui sont des associations absolument formidables, dont l'objet est de travailler sur le degré de conscience de nos concitoyens, sur l'acquisition de leur vocabulaire, parce qu'en fait, plus t'es con, et plus t'es facile à rouler. Et ça, c'est un calcul qui n'a échappé à personne. Tu trouves qu'on est de plus en plus con en ce moment? Je ne sais pas le quantifier, j'ai pas envie que tu m'amènes dans l'espèce dans les cordes de c'était mieux avant. Mais je trouve qu'on a essayé et éculé tout un tas de systèmes qui sont des systèmes perdants, et on est tout le temps en train d'essayer de les sauver et de les perfuser. Alors qu'il y a des systèmes qui sont là à nos portes et qu'on a suffisamment d'imagination pour essayer de les bâtir, qui pourraient fonctionner de manière un peu plus humaine et un peu moins déconnante. Tu serais prêt à monter une barricade? Ça dépend des intérêts en jeu, mais oui, j'ai pas de difficulté, oui. Est-ce que tu penses qu'on est à la veille de la nuit du 4 août? Non, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais je pense que on est à la veille d'un effondrement, et on avait déjà discuté de ça, si ma mémoire est bonne, qui sera un effondrement civil ou un effondrement financier? Ouais. Une implosion? Tu sais, entre Noël et le jour de l'an dernier, en 2015, nos chers politiques ont voté une loi permettant de piquer sur les comptes bancaires tout ce qui est des Français, tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, pour sauver des banques qui sont en faillite. De la même manière, Michel Sapin, pendant que les journalistes étaient en vacances, a nommé comme directeur de cabinet, à Bercy, son cabinet, un monsieur qui s'appelle Thierry Olagnon, qui était le patron de la banque d'investissement de Société Générale. C'est beau. Quand même un peu, il y a un sujet, tu vois, parce que le beau. sujet des 2,2 milliards, il n'est pas nouveau. Donc je n'accuse pas ces gens de faire du conflit d'intérêts. Je te dis simplement que va exister un moment où tout ça va se voir. Et donc là, on continuera d'être posé comme des gros culs devant TF1 en train de regarder je sais pas quoi,
bon, j'ai pas la télé, donc je peux pas nourrir mon exemple, mais où on va prendre le destin du pays en main. Quand je dis on, c'est nos concitoyens, tu vois. Et on fera les choses telles qu'elles doivent être faites. Et je pense qu'on verra ça de notre vivant, nous, là, les gens qui sont dans cette pièce. Je pense que c'est notre génération qui fera ce chemin. Ou le subir. Bah, c'est à nous de décider, oui. Tu penses que la presse qu'il reste une presse libre en France ? Ben, elle est amusante ta question, parce que ma présence ici, alors que nous sommes invités partout, Jérôme Kerviel et moi, est une forme de réponse, me semble-t-il. C'est-à-dire que trouver un média où tu as de la place, où tu as du temps, où tu n'es pas censuré. Tronqué, travesti. Alors il y a des journaux qui font de l'investigation, qui font ça très bien, mais ils n'ont pas ce genre de format. Et puis d'une manière générale, tu sais très bien quelle est ma position sur le sujet. Quand tu regardes dans des canards divers et variés un papier sur l'affaire dite Kerviel et que la page d'à côté c'est une publicité en quadrichromie pour la Société Générale, tu comprends très bien que toi, tu es un fait divers d'actualité et que tu n'es pas un annonceur. Parce que tu n'es pas totalement débile. Donc tu comprends très bien qu'il y en a un qui n'a pas payé, c'est toi. Et qu'il y en a un qui a payé, c'est pas toi. Tu vois, avec une maquette et une publicité. Donc la presse qui se fabrique, et ce modèle économique, il existe depuis longtemps. Je n'ai pas de sujet, mais il faut simplement être très vigilant. La presse qui se fabrique au moyen de financement publicitaire est une presse qu'on doit lire avec une attention et un recul un peu plus accru. Par exemple sur Mediapart ou Bakchiche à l'époque, ou sur Les Jours, ou... Arrêt sur image. Bah, bon... Oui, Arrêt sur image, oui. Quand tu n'as pas d'annonceur, on est sur quelque chose de plus direct, quoi. La courroie de transmission entre la fabrication du produit et la manière dont l'information te parvient est plus courte. 2 dernières questions. Déjà, la première, est-ce que tu as des questions à nous poser ? Et la dernière, laisse un conseil aux jeunes générations. Oui, j'ai une question à te poser, c'est allez-vous nous inviter tous les 2 mois, comme on est en train de le faire là ? Parce que ça, il faut que j'organise mon agenda. Là, c'était exceptionnel. Là, déjà, on avait envie de te revoir parce que on avait fait une bonne interview et on avait bien discuté. Et donc, on peut se voir dans le privé, mais la communauté nous a réclamé... C'était une question pour rire, en vrai. Hein. Ouais. Non, puis les questions que j'ai à te poser, tu sais très bien quelles sont les questions que j'ai à te poser. Elles sont évidemment hors cam. Exact. Et je ne vais pas m'en priver dans quelques minutes, là. Avec plaisir. Pour faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur. Les jeunes générations, voilà, ça y est, tu me fous dans la position du gars qui doit donner des conseils aux jeunes générations. C'est la première fois que ça m'arrive, je te remercie pas pour ça. Oui, écoute, moi j'ai envie de leur dire de ne pas voter, en fait. Et de dire haut et fort pourquoi ils ne participent pas à ça. Et si le message n'est pas assez clair, je pense qu'il y a un conseil qui tient au soulèvement. Parce qu'on doit mettre un terme à ce qui est en train de se passer en termes de mainmise de la finance sur la justice. Et je vois tout de suite les tweets, tu vois, dans cette espèce d'écran mental qui est le mien, une sorte de machin, un hologramme qui est entre toi et moi. Les tweets de le complot, la théorie du complot, etc. Non, on vous parle de faits, en fait. On vous parle de faits. Et il y a un super programme à mettre en œuvre et auquel les gens qui nous regardent, et notamment les jeunes, puisque c'est à eux que tu me demandes de m'adresser, de réfléchir, il est tout simple et totalement révolutionnaire, puisque ça n'a jamais été fait. Application de la loi aux banques, application de la loi aux politiques. Nos lois sont bien, en vrai. Je t'assure que nos lois sont bien. Je les manie au quotidien, c'est mon boulot, tu vois. Elles sont très bien quand elles sont appliquées à tout le monde. Et ça, c'est la définition d'une démocratie. Et quand ça sera fait, on pourra tous aller voter tranquillement. En attendant, je pense qu'il faut faire la grève du vote. David Koubi, merci. Merci Sky.